Notre MC Shuta, unique survivant d'un accident d'avion, erre dans la forêt à la recherche d'eau à boire. Apparemment, il avait aussi perdu ses parents dans l'accident. Lorsque son corps finit par céder et qu'il commence à perdre connaissance, un soldat des forces spéciales avec un cache-œil apparaît et lui demande s'il veut vivre. Quand il répond que oui, l'homme lui fait comprendre qu'il va affronter une vie de combat rigoureux au point de regretter de ne pas être mort ici. Alors que l'homme tente de le secourir, ces hommes essaient de l'arrêter, déclarant qu'ils sont en pleine mission et que ramasser un déchet comme lui ne ferait que les gêner. Mais l'homme devient furieux et leur crie dessus, leur disant qu'il ne reçoit pas d'ordre de personne plus faible que lui. C'est ainsi que Guzuku, le capitaine, est devenu le père adoptif de Shuta. De retour à la base, Guzu tend un revolver à Shuta et lui dit qu'il est maintenant à lui. Il explique à Shuta qu'il doit vivre et mourir avec, mais il sait que la mort est encore loin pour lui. Guzu lui donne de la nourriture et de l'eau et lui dit qu'une fois qu'il aura fini de manger, il deviendra un guerrier, le prenant par surprise. Après le repas, Guzu révèle son plan d'entraîner Shuta sans relâche et de le transformer en un guerrier à part entière en seulement 5 ans. Guzu est un professionnel du combat menant des opérations de guérilla dans le monde entier. Comme il l'avait dit, Guzu commence à soumettre Shuta à diverses sessions d'entraînement rigoureuses. Il lui a enseigné les arts martiaux ainsi que le maniement de toutes sortes d'armes. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il était devenu si fort que personne dans l'unité n'osait plus le traiter comme un déchet. Un jour, pendant un entraînement avec son vieil homme, Shuta abat un sanglier d'un seul tir de sniper et le ramène finalement à la base. En apprenant son exploit, le reste des hommes de l'unité s'émerveille de son talent indéniable, car il n'a que 10 ans. Certains remarquent même qu'il pourrait avoir plus de talent que le capitaine, dont la rumeur dit qu'il peut tirer dans l'œil droit d'un cerf à 1 kilomètre de distance. 12 ans plus tard, dans un camp ennemi, on voit des soldats parler de l'apparition d'un certain mercenaire dangereux appelé Crimson. Selon eux, la rumeur dit que Crimson est un maître sniper capable de tirer dans l'œil gauche d'un moustique à 2 kilomètres de distance. Avec quelqu'un comme ça contre eux, ils réalisent qu'ils sont peut-être foutus. L'une des recrues, qui ne croit pas une telle chose possible, conteste la rumeur, mais l'inattendu se produit. Une balle de sniper se loge dans son crâne, venue de nulle part, plongeant tout le camp dans le chaos. Apparemment, ils se trouvent en plein cœur de leur territoire, ils pensent donc qu'aucun ennemi ne peut s'infiltrer. Tout à coup, un autre coup est tiré, et cette fois, le général est tué. Pendant ce temps, Crimson, qui s'avère être Shuta, est vu en train de s'amuser sur un gratte-ciel lointain pendant qu'il anéantit tout le camp. Il avait reçu pour mission de tuer le général et d'infliger un maximum de dégâts à l'unité pour 50 000 €. Quand il décide de repartir faire son rapport à son vieil homme, une unité ennemie voisine le repère et commence à charger sur lui immédiatement. Il est alors forcé de sortir son revolver pour s'occuper d'eux. En voyant le revolver, les hommes se moquent de lui, le traitant de novice, mais ils ignorent les 3 avantages que le revolver a sur les autres armes. Premièrement, il ne s'enraie pas. Deuxièmement, il peut utiliser des balles de gros calibre avec une grande puissance de pénétration. Et troisièmement, il a reçu la protection divine de la déesse du champ de bataille. En seulement 3 tirs, Shuta affirme sa domination et anéantit l'unité entière. Il est ensuite secouru de la scène par Guzu avec un hélicoptère. Dans l'hélicoptère, Guzu le félicite d'avoir tué son 3e général dans cette guerre, mais annonce qu'il a une nouvelle mission pour laquelle Shuta doit se rendre au Japon. Comme on pouvait s'y attendre, Shuta suppose qu'il s'agit probablement d'une mission d'assassinat impliquant le Premier ministre ou une autre personne de haut rang. Mais le vieil homme l'interrompt, lui disant qu'il va enseigner dans un lycée prestigieux. Comme Shuta parle couramment 5 langues, Guzu lui dit que sa mission sera d'infiltrer l'école en tant que professeur d'anglais. Peu de temps après, une fausse carte d'identité est préparée où on lui donne un nom de couverture. Il monte ensuite dans l'avion pour le Japon, se demandant quel genre d'obstacle il rencontrera cette fois. En arrivant au Japon, Shuta s'arrête pour prendre de la nourriture dans une supérette. Il est assez impressionné par le goût, l'emballage hygiénique, et surtout, le prix bon marché. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est à quel point l'endroit semble paisible. En regardant autour de lui, tout ce qu'il voit, ce sont des gens qui ont des rendez-vous, des pique-niques, ou qui s'amusent en général. Il se demande alors quelle mission pourrait l'attendre dans un pays aussi paisible. Après avoir mangé, Shuta se dirige vers la planque qui a été préparée pour lui. Arrivé dans un quartier résidentiel huppé, il trouve son appartement dans un gratte-ciel et est impressionné par son apparence. L'appartement se trouve également à proximité de l'école où il a été envoyé pour enseigner. En entrant, Shuta remarque quelque chose d'inhabituel mais décide de s'asseoir quand même. Peu de temps après, un homme fonce sur lui par derrière avec un couteau. Grâce à son sens aigu de l'observation, Shuta peut le détecter à temps. Il prend une bouteille d'eau et la lance sur l'homme pour perturber son champ de vision. Il le frappe ensuite en plein visage, à la surprise de l'homme. Ne cédant pas, l'homme tente quand même un grand coup, mais Shuta l'esquive facilement et lui fait tomber le couteau. En voyant ses capacités physiques brutes en personne, l'homme confirme qu'il est bien le fameux Crimson. Shuta saisit alors l'homme à la gorge en lui demandant qui il est. L'homme se rend facilement, déclarant qu'il a dû se surestimer pour penser qu'il pourrait battre le légendaire Crimson seul. Shuta,
se sentant suffisant, lui dit qu'il devrait venir avec une équipe de 5 la prochaine fois. Tout à coup, une jeune femme apparaît derrière lui avec un pistolet pointé sur sa tête, lui ordonnant de ne pas bouger. Shuta, qui ne semble pas le moins du monde surpris, lui dit nonchalamment que le chien n'est pas armé, ce qui la trouble. Il se retourne alors et saisit le barillet en un instant, lui disant d'être plus prudente la prochaine fois. La dame le remercie pour le conseil, lui disant qu'elle en aura besoin étant donné que le rôle est de lui fournir un soutien en retrait. Il se présente alors officiellement comme étant Ultem Emeline. Ultem infiltrera l'académie en tant que professeur d'art pour soutenir Shuta et l'aider à s'intégrer à la culture. Melin, quant à elle, s'infiltrera en tant qu'étudiante pour également apporter son soutien depuis l'ombre. Shuta révèle alors qu'il avait senti leur présence dès son entrée et qu'il attendait juste de voir de quoi ils étaient capables. Il demande s'ils ont délibérément mené une attaque aussi simple juste pour le tester, mais le moral du duo est brisé car ils faisaient vraiment de leur mieux. Quand il lui demande s'il a des questions, Shuta demande comment Melin pense pouvoir passer pour une adolescente alors qu'elle a clairement la vingtaine, ce qui l'énerve au passage. Elle explique alors que, comme sa peau est parfaitement lisse, elle ne se démarquerait pas vraiment au milieu des lycéennes japonaises. Ultem l'interrompt, lui disant d'arrêter de se vanter, et elle finit par s'énerver à nouveau. Le duo décide alors plus tard de briefer Shota sur la mission. L'objectif est d'infiltrer l'académie pour protéger Sakurako Kujo, la fille du président d'une société militaire mondiale, qui fréquente cette école. Il s'agit d'une société militaire japonaise secrète, connue pour développer de l'équipement de guerre, des fusées aux munitions. On dit que la société utilise les pays voisins comme détour pour contourner les principes d'exportation d'armes du pays, ce qui n'était pas vraiment un problème tant que cela se limitait à l'Occident. Mais ils ont reçu des rapports selon lesquels le président Kujo aurait commencé à acheminer les produits vers des pays communistes, ce qui finirait par mener à la destruction du monde. Comme des organisations du monde entier sont maintenant intéressées, elles vont très probablement essayer d'utiliser sa fille comme moyen de pression sur lui. C'est pourquoi quelqu'un d'aussi compétent que Shuta a été engagé pour la surveiller et la protéger de ces inconnus. Shuta est également censé séduire Sakurako pour obtenir des informations sur l'exportation d'armes afin de déjouer les autres forces, mais ce sera un sérieux problème car le gars n'a aucun charisme. Melin commente alors que son apparence majestueuse et nonchalante devrait suffire à la faire tomber amoureuse de lui naturellement. Le lendemain, suivant les informations qu'il a reçues sur la cible, Shuta monte dans un bus où il rencontre Sakurako. Lorsque le bus démarre, Shuta remarque que Sakurako agit étrangement, il suppose donc qu'elle a probablement de la fièvre ou une sorte de virus. Quand il communique avec le reste de l'équipe via son dispositif de communication caché pour demander s'il doit la renvoyer chez elle, ils lui font remarquer qu'il n'est pas en position de faire ça à une inconnue. Ulem, qui surveille toute la scène avec un drone de surveillance, souligne que plutôt que de la fièvre, Sakurako est simplement gênée. Apparemment, elle se fait agresser par un homme beaucoup plus âgé et pervers par derrière dans le bus. Shuta réalise alors que cela fait probablement aussi partie de son devoir de garde. Après lui avoir bien attrapé les fesses, l'homme décide cependant d'aller plus loin en lui pelotant les seins, alors Shuta intervient. Tel le chevalier servant dont Sakurako rêvait, Shuta saisit le bras de l'homme et le tord jusqu'à ce qu'il soit sur le point de se briser, le faisant hurler de douleur. Après avoir réprimandé l'homme, Sakurako remercie Shuta de l'avoir aidé, et il minimise son geste. Il lui dit alors qu'elle doit se défendre car elle n'obtiendra pas une telle aide sur un champ de bataille. En entendant sa formulation de phrase ringarde, Ultem et Melin se demandent si Shuta n'a vraiment jamais parlé à une fille auparavant. Peu après, le bus fait un bref arrêt, alors l'homme se précipite dehors et commence à s'enfuir. Ne voulant pas le laisser s'échapper, Shuta le poursuit et le rattrape finalement dans une ruelle abandonnée. Alors que l'homme réalise qu'il ne peut plus courir, il sort un taser et menace de l'utiliser sur Shuta s'il s'approche davantage. À sa grande surprise, Shuta lui saisit la main avant qu'il ne s'en rende compte et le plaque au sol en moins d'une seconde. Il dit alors à Olfem de contacter la police. Olfem semble contre l'idée car ils sont censés être sous couverture, mais quand Shuta lui rappelle qu'il est un assassin, il accepte. Après s'être occupé du problème, Shuta arrive à l'école et réalise combien de temps s'est écoulé. Comme il avait été longuement retardé par la police après avoir livré l'agresseur, il ne pouvait rien y faire. Ulfem lui ordonne de se présenter immédiatement au proviseur, mais il est complètement stupéfait quand il découvre que Shuta ne sait même pas ce qu'est un proviseur. Ayant été élevé par des guérilleros sud-américains, il n'a jamais fréquenté quoi que ce soit qui ressemble à une école. Cependant, Melin, qui est déjà installé dans sa classe, explique via son propre dispositif de communication discret qu'un proviseur est comme un colonel dans le contexte scolaire. En entendant cela, Shuta réalise à quel point une telle personne doit être importante. Il se dirige immédiatement vers le bureau pour se présenter officiellement. Quand il arrive, il est assez surpris car la personne qu'il rencontre ne ressemble en rien à un colonel. Le proviseur l'accueille chaleureusement et fait une remarque sur sa belle apparence. Pendant que Shuta essaie de deviner les compétences du proviseur, le vieil homme met la main dans la poche intérieure de sa veste pour y prendre quelque chose. Shuta imagine immédiatement le pire, alors il met aussi la main à son arme. Heureusement,
Ultem et Méline parviennent à l'arrêter à temps avant qu'il ne cause un énorme chaos. De sa poche, le proviseur sort une carte de visite japonaise, qu'il lui tend. Shuta accepte la carte de visite de tout cœur alors que le proviseur se présente officiellement à lui. Il se présente également et s'excuse de son retard, mais le proviseur lui dit de ne pas s'en inquiéter. Shuta est assez surpris de la bienveillance du vieil homme, car dans l'armée, une faute aussi grave mènerait à la cour martiale. Le vieil homme explique alors qu'il a reçu un rapport de la police sur la situation qu'il a gérée, et il le félicite pour son acte courageux. Il affecte ensuite Shuta comme professeur principal adjoint de la classe de seconde B, où se trouvent Sakurako et Mélène. En quittant le bureau, Shuta appelle accidentellement le proviseur colonel, prenant le vieil homme complètement par surprise. En chemin vers la salle de classe, Ultem est obligé de confirmer que la seule arme que porte Shuta est son revolver. Quand Shuta arrive enfin à l'entrée de la classe, Méline lui dit d'entrer et de s'assurer qu'il agisse comme un professeur. Shuta ouvre alors la porte et se prépare à affronter un obstacle qu'il n'a jamais affronté auparavant, des élèves. En entrant dans la salle de classe, Shuta attire l'attention des élèves pour de nombreuses raisons. Tandis que les filles tombent sous le charme de son aura et de sa belle apparence, les garçons, en revanche, sont visiblement déçus que le professeur se soit avéré être un homme. Les filles commencent immédiatement à le bombarder de questions, allant de sa nourriture préférée au type de femme avec qui il sort. Méline savait que Shuta allait être populaire auprès des élèves, mais même elle ne s'attendait pas à un tel niveau d'attention. Heureusement, Sakurako, la cible, se trouve parmi les filles qui l'admirent. Quand Méline le découvre, elle le lui communique discrètement, lui disant de trouver un moyen de l'utiliser à leur avantage. Mais avant cela, Shuta doit encore se présenter aux élèves. Face aux élèves, Shuta parle d'une voix très calme, se présentant comme leur professeur principal adjoint et nouveau professeur d'anglais. Il mentionne aussi spécifiquement qu'il parle 5 langues différentes, demandant à quiconque serait intéressé d'apprendre de venir le voir pendant la pause. Comme prévu, les filles succombent à son charme, exprimant ouvertement à quel point elles l'apprécient. Pendant ce temps, un élève qui est amoureux de Sakurako est visiblement plein de jalousie en la voyant rougir devant le nouveau prof sexy. La professeure principale semble également très impressionnée par ses qualifications. Quand elle lui demande quels sont ses passe-temps, Shuta pense au tir de précision, mais il sait qu'il ne peut pas le dire. Il déclare alors que son principal passe-temps est la musculation, ce qui suscite encore plus l'intérêt des élèves. Cependant, un élève en particulier, un peu baraqué, brûle de haine et de jalousie. Apparemment, il avait aussi dit à ses camarades que son passe-temps était la musculation, mais il s'était seulement moqué de lui. Les voir réagir différemment face au professeur séduisant devient trop insupportable pour lui. Il froisse un grand morceau de papier et le lance sur le professeur avec une force immense, déterminé à lui faire perdre des points d'aura. À sa grande surprise, Shuta, qui s'était déjà retourné, attrape le papier juste avant qu'il ne touche l'arrière de sa tête. Il le jette ensuite nonchalamment à la poubelle, ce qui fait encore plus craquer les filles. Pendant la pause, les filles se dispersent dans l'école à la recherche de Shuta, mais ne semblent le trouver nulle part. Comme les autres élèves, Sakurako veut aussi parler à Shuta, mais pour des raisons plus personnelles. Quand Mélène l'apprend, elle contacte Ultem, lui demandant s'il a une surveillance sur Shuta car elle ne le trouve pas non plus. Après avoir cherché un moment, Ultem le trouve, mais pas dans une situation paisible, alors il alerte Mélène. Ils se précipitent alors tous les deux sur les lieux pour découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps, derrière l'un des bâtiments de l'école, Shuta retrouve un des élèves qu'il avait invité à sortir pour discuter de Sakurako. En voyant l'élève avec une batte de baseball, il est perplexe et demande si l'élève fait partie du club de baseball. Énervé, l'élève répond qu'il est dans le club Je rentre chez moi. Toujours aussi ignorant, Shuta devient encore plus confus et demande si un tel club existe vraiment, faisant perdre patience à l'élève. L'élève lui dit alors qu'il ne l'aime pas à cause de la façon dont Sakurako le regarde, hypnotisé. Shuta répond qu'il ne sait pas comment elle le voit, mais qu'il va partir car il n'a aucune intention de jouer au baseball. Sur ce, l'élève craque et fonce sur lui avec la batte, déclarant ouvertement son intention de lui fracasser la tête. Quand il donne le premier coup, Shuta l'esquive facilement et lui dit qu'il est hors de portée. L'élève devient furieux et donne quelques coups supplémentaires, mais Shuta continue de lui faire la leçon sur la façon de frapper correctement tout en les esquivant. Il finit par en avoir marre de jouer, alors il assomme l'élève d'un léger coup de paume sur le front. Ulfin et Méline arrivent alors sur les lieux et sont choqués de voir qu'en plus des montagnes russes d'événements précédents, Shuta a aussi frappé un élève le premier jour. Peu après avoir frappé l'élève, Shuta le porte sur ses épaules jusqu'à l'infirmerie de l'école. En traversant les couloirs, les élèves présents sont stupéfaits de voir ce qui se passe. Certains élèves identifient l'élève comme le délinquant de la classe de seconde B et supposent qu'il s'est probablement blessé en faisant des bêtises. Cependant, les élèves filles aux alentours se demandent qui est ce prof sexy. Ultem et Méline, qui l'accompagnent, tentent de minimiser la situation, annonçant aux élèves que le délinquant est simplement tombé et s'est évanoui. Quand ils arrivent à l'infirmerie et placent le délinquant sur le lit, Méline lui demande s'il a la moindre idée de la situation dans laquelle il vient de les mettre.
Shuta répond que c'est similaire à la fois où il a essayé d'affronter son vieil homme et s'est fait botter les fesses. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point Shuta était déconnecté d'une vie normale. Tout à coup, l'infirmier arrive avec le proviseur, le souffle court. Ils avaient reçu des rapports de nombreux élèves sur la situation, ils devaient donc la vérifier. Pendant que l'infirmier vérifie son état, le proviseur demande ce qui s'est passé. Méline répond alors immédiatement que l'élève a glissé sur une peau de banane et s'est évanoui en se cognant la tête sur le sol. Elle explique que Shuta l'a trouvé par hasard dans cet état et l'a donc porté tout seul jusqu'à l'infirmerie. L'infirmier intervient alors, disant que la blessure ne ressemble pas à un gag de film avec une peau de banane et qu'ils ne peuvent pas le tromper. Le vieux schnock commence un discours ennuyeux sur le fait qu'il est infirmier depuis 40 ans et qu'il a aussi une ceinture noire de karaté. Il conclut ensuite en déclarant que l'élève semble avoir été frappé par quelqu'un avec la paume de la main. Il se tourne vers Shuta et l'accuse directement, car il a l'air de quelqu'un qui connaît les arts martiaux. Le proviseur, cependant, est totalement incrédule en entendant l'accusation, mais il attend patiemment que Shuta la nie. Le vieux schnock, cependant, insiste en disant à Shuta d'avouer avant que l'élève ne se réveille. Voyant à quel point les choses tournent mal, Méline communique discrètement avec Shuta, lui disant que ce n'est pas le moment d'être calme car il pourrait vraiment se faire virer si la vérité éclate. Cependant, Shuta répond simplement qu'il n'y a pas besoin de paniquer car il sait que cela ne deviendra pas une affaire majeure. De plus, il pense qu'il pourra toujours protéger la cible même s'il est renvoyé. Soudain, l'élève se réveille en hurlant et en vérifiant s'il est toujours en vie. Il reconnaît alors rapidement l'endroit comme étant l'infirmerie de l'école. Quand l'infirmier lui demande si Shuta est responsable de ce qui lui est arrivé, il envisage de le dénoncer mais décide de se taire pour une raison quelconque. Le vieil homme interprète son silence comme de l'intimidation, alors il s'apprête à appeler la police pour signaler le cas comme une agression. Mais à sa grande surprise, l'élève l'arrête. Il lui dit alors qu'il s'est blessé en tombant et qu'il ne devrait pas en faire toute une histoire. L'infirmier croit qu'il ment, alors il essaie d'insister, mais l'élève craque et le traite de vieux schnock édenté, lui demandant de se mêler de ses affaires. Comme on pouvait s'y attendre, la colère du vieux schnock se détourne de l'incident réel pour se concentrer sur l'impolitesse de l'élève. En passant devant Shuta, le délinquant lui chuchote qu'il va lui faire payer ce qu'il lui a fait. Grâce au comportement indiscipliné du délinquant, l'équipe parvient à apaiser la situation, et ils peuvent donc partir sans problème. En sortant, Shuta mentionne nonchalamment à quel point les délinquants ressemblent aux mercenaires sur le plan du maintien de leur réputation. Il avait parié sur le fait que le délinquant ne voudrait pas que la nouvelle se répande qu'il s'est fait démolir par un nouveau professeur à l'école. En entendant cela, Ulfem et Méline sont assez impressionnés et confirment que Shuta n'est en effet pas un mercenaire ordinaire. L'équipe décide alors de reprendre son devoir de protection de leur princesse. En chemin, Méline fait une blague ringarde, comparant leur mission aux frères Mario. Mais comme on pouvait s'y attendre, Shuta ne comprend pas. Pendant ce temps, on voit un élève suspect harceler Sakurako tout en se disant que tout ce qu'il a à faire, c'est de la capturer, et alors le monde sera à lui. L'équipe finit par trouver Sakurako en train de changer de chaussures devant les casiers de l'école, il réalise donc qu'elle s'apprête à rentrer chez elle. Ulfem, cependant, exprime ses inquiétudes concernant la culture japonaise inhabituelle de changer de chaussures alors que l'école a clairement des agents d'entretien. Mais Méline le taquine à ce sujet, le traitant d'ignorant. Ils se lancent alors tous les deux dans une prise de bec et commencent à s'insulter. Alors que Sakurako sort, Shuta remarque quelque chose d'inhabituel, alors il ordonne à Ulfem et Méline de ne plus bouger. Il souligne alors le fait que, pendant que les autres élèves partent, un élève en particulier semble rester immobile dans le vestiaire. Pire encore, il se tient juste derrière le casier à chaussures de Sakuraka. Pendant ce temps, on voit l'élève installer un Judas sous le casier pour pouvoir prendre des photos de Sakuraka sans que personne ne se méfie. Alors que Shuta essaie de l'interpeller, l'étudiant effrayant ramasse ses chaussures d'intérieur et commence à les renifler comme si sa vie en dépendait. Voyant cela, bien que Sakuraka reste méfiante, les deux autres comprennent la situation et lui demandent de laisser l'étudiant tranquille. Ils expliquent que l'étudiant est simplement un pervers, connu au Japon sous le nom de hentai. Comme on pouvait s'y attendre, même si le terme hentai est maintenant compris dans le monde entier, Shuta n'a toujours aucune idée. Pendant que l'étrange étudiant renifle les chaussures, il s'imagine dans une situation coquine où Sakuraka est une dominatrice et lui, son esclave. Ulem explique à Shuta, perplexe, qu'il existe un groupe de personnes mentalement dérangées qui volent les affaires des gens pour fantasmer sur eux sans jamais leur parler. Shuta, cependant, refuse de croire que quelqu'un d'aussi bizarre puisse exister. Il est convaincu que le gamin a un mobile, alors il décide de l'interroger directement. Quand Shuta part, Méline se demande s'il va s'en sortir, mais Ultem lui demande de le laisser faire, car il a besoin de vivre ce genre de choses pour mieux comprendre le monde. Il lui ordonne ensuite de suivre Sakurako et d'essayer de se lier d'amitié avec elle pour faciliter les choses. Méline s'en va alors, laissant Ultem gérer la situation avec Shuta pour qu'elle ne dégénère pas. Alors que l'étudiant effrayant rentre chez lui, regardant des photos qu'il a prises de Sakurako plus tôt, Shuta apparaît derrière lui, déguisé, et lui met un sac en plastique sur la tête.
Il lui ordonne alors de coopérer s'il veut s'en sortir vivant. L'étudiant coopère, alors Shuta les mène dans un entrepôt abandonné où il l'attache à une chaise. Il interroge ensuite le gamin avec rigueur, lui demandant quelle organisation l'a engagé tout en le menaçant avec un morceau de verre brisé. Le gamin semble complètement perdu, alors Shuta énumère une série d'organisations bien connues en lui demandant à laquelle il appartient. Il dit ensuite au gamin qu'il a tué des membres de toutes les organisations secrètes et qu'il ne fera pas exception s'il continue d'essayer de nuire à Sakurako. Mort de peur, le gamin explique immédiatement qu'il n'essaie en aucun cas de lui faire du mal, mais Shuta ne le croit toujours pas. Il accuse le gamin d'avoir tenté d'ajouter du poison ou des composés explosifs aux chaussures de Sakurako quand il jouait avec plus tôt. Mais le gamin explique qu'il est impossible pour des civils normaux de se procurer ce genre de choses dans le Japon d'aujourd'hui. Pourtant, Shuta décide de passer à la vitesse supérieure dans son interrogatoire. Il dit au garçon qu'il va lui peler la peau du cou et que s'il tressaille, c'est qu'il est un agent qui cible Sakurako. Mais s'il l'endure, alors c'est un agent très courageux avec des intentions plus profondes envers elle. En entendant sa condition, le garçon, déjà trempé de ses fluides corporels, commence à paniquer encore plus. Shuta simule alors une attaque contre le gamin, ce qui lui fait suriner dessus et s'évanouir. D'après sa réaction, il peut confirmer que l'étudiant n'est pas un agent. Peu de temps après, Ulem entre et remercie Shuta de s'être retenu d'attaquer réellement l'étudiant. Ils emmènent l'étudiant à un arrêt de bus et Y laissent pour qu'il reprenne conscience avant de partir. Ils se dirigent ensuite tous les deux pour reprendre la protection de Sakurako. Pendant ce temps, Méline rattrape Sakurako et fait semblant d'aller dans sa direction, mais elles ignorent qu'un tireur d'élite professionnel attend l'ordre de tirer sur Sakurako. En apercevant Méline approcher de Sakurako, le tireur d'élite, ne voulant pas rater sa mission, décide d'attendre le tir parfait sur sa cible. Méline, quant à elle, ignorant ce qui se passe, discute avec Sakurako, lui posant des questions sur le maquillage et autres. Elle se présente comme une étrangère qui étudie actuellement au Japon. Quand elle apprend que les écoles japonaises n'autorisent pas le maquillage, Méline s'énerve et critique le système scolaire pour sa sévérité. Elle mentionne ensuite que les étudiants à l'étranger peuvent s'habiller et agir comme ils le veulent, et même fumer. Sakurako est stupéfaite par le niveau de liberté dont jouissent les autres étudiants. Sans s'en rendre compte, elle est au bord du trottoir, perd l'équilibre et manque de tomber sur la route où un véhicule arrive à toute vitesse. Heureusement, Ultem apparaît et la sauve avant qu'elle ne se fasse écraser. Par conséquent, Ultem est trempé par la flaque d'eau projetée par la voiture, mais cela ne le dérange pas tant que Sakurako va bien. Choqué, Sakurako le remercie et s'excuse d'avoir trempé sa chemise. À sa grande surprise, Ultem lui fait un clin d'œil et l'appelle une princesse qui a failli abîmer ses vêtements. Sakurako précise rapidement qu'elle n'est pas une princesse, mais Ultem insiste sur le fait que toutes les femmes le sont, selon le décret de Dieu pendant les 7 jours de la création. Il lui prend la main et essaie de lui faire un baise-main, mais Méline, qui l'a observé en train de baver sur Sakurako, craque et le met KO comme Chun-Li dans Street Fighter. Elle lui dit immédiatement que le baise-main n'est pas autorisé au Japon. Elle s'en prend aux origines des Ulem, et ils se disputent comme chien et chat. Après les avoir vus s'échanger des noms d'oiseaux, Sakurako les trouve drôles et dit qu'ils se chamaillent comme des frères et sœurs. Les assassins se parlent alors, et Méline apprend des Ulfem que quelqu'un a tenté de cibler Sakurako. Pendant ce temps, sur le toit, le tireur d'élite a Sakurako dans sa ligne de mire, mais Shuta apparaît et lui fait sauter la cervelle. Shuta se demande alors qui ils sont et s'ils veulent capturer Sakurako. Plus tard cette nuit-là, dans la chambre de Sakurako, Kane, sa domestique, la voit soupirer sans cesse et lui demande ce qui ne va pas. Sakurako est immédiatement troublé, mais Kane lui rappelle de l'appeler par son nom, comme son père le lui a demandé. Sakurako hésite puis obéit, et la domestique en colère se calme enfin. Kane rappelle ensuite à la jeune fille qu'elle ne doit pas oublier sa fierté en tant que fille de la famille Kujo. La famille est une famille noble qui existe depuis les Heian. Après s'être fait gronder, Sakurako demande à Kanai si elle a déjà été amoureuse. Il faut un moment à Kanai pour comprendre ce que Sakurako voulait dire, mais quand elle comprend, elle essaie de parler de la façon dont le fait d'appartenir à la maison Kujo affecte les relations. Sakurako nie immédiatement être celle qui est amoureuse. Mais à sa grande surprise, Kane lui dit qu'il n'y a aucune règle familiale interdisant de tomber amoureux d'un roturier. Kane lui dit que bien qu'elle soit une domestique de la famille Kujo, elle est avant tout une femme, et une alliée pour toutes les dames amoureuses. Elle prend les mains de Sakurako et lui fait une promesse du petit doigt en lui disant qu'elle soutient sa décision. Sakurako se réjouit d'avoir une alliée, mais n'entend pas Kane dire que le gentleman dont elle pense que Sakurako est amoureuse est raisonnable. Le gentleman en question tire quelques coups sur des mannequins dans une zone d'entraînement, et tous atteignent le 1000. Méline vérifie les mannequins et voit que les tirs sont décalés vers la gauche, alors elle demande pourquoi on appelle ça un 1000. Ultem lui montre un schéma de l'anatomie humaine et lui dit que le cœur se trouve du côté gauche. Elle est embarrassée et insulte Ultem pour avoir essayé de se vanter. Ultem fait ensuite l'éloge de Shuta et lui dit qu'il pourrait gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec son niveau de compétence. Shuta qualifie les Jeux Olympiques de compétition d'amateur à laquelle il ne veut pas participer car c'est un professionnel.
Il demande ensuite à Ultem des informations concernant l'organisation ennemie. Mais quand Shuta voit son comportement nonchalant, il demande une justification du travail des Ultem. Ultem lui dit alors que c'est Malin leur spécialiste du renseignement. Il la regarde, et dès qu'elle se rend compte qu'on l'interroge, Malin leur dit qu'elle utilise toutes ses ressources mais n'a trouvé aucune piste. Shuta note que l'organisation a les ressources pour se procurer un tireur d'élite. Il qualifie l'homme qui l'a tué plutôt de soldat entraîné et note que le fusil de sniper n'est pas une arme que l'on peut faire entrer au Japon comme si de rien n'était. Il parcourt les photos et note le nom de l'arme, son année de fabrication et le pays qui l'a produite. Ulem note que si un Dragunov est impliqué, il saurait qui est derrière tout ça. Méline sort une hache et le traite d'idiot, car personne de Saint-Desprez ne se promènerait dans la rue avec une hache ensanglantée. Pendant qu'ils se chamaillent, ils concluent tous qu'ils ne peuvent pas débusquer l'organisation en se basant sur l'origine de l'arme, et qu'ils ne peuvent donc que réagir à leurs actions. Shuta allume les images de vidéosurveillance tout en disant à ses assistants qu'ils doivent continuer à garder Sakurako et attendre le contact du boss final. Ils sont d'accord avec lui, mais Ultem panique en voyant Sakurako changer de tenue. Il se rince l'œil et remercie sa bonne étoile, mais soudain, la télé s'éteint. C'est alors qu'il voit Mélène tenant un pistolet et lui lançant un regard noir. Ultem essaie de la calmer, mais elle lui dit qu'elle s'entraîne au tir. Immédiatement, des balles sifflent dans les airs, et Ultem esquive pour sauver sa vie. Pendant que les deux s'affrontent, Shuta pense à la mission peu claire que son père adoptif lui a confiée. Contrairement aux autres missions, qui ne demandaient pas beaucoup de réflexion et avaient des objectifs clairs, le but de celle-ci est extrêmement vague. Shuta se demande s'il doit juste protéger Sakurako, mais son esprit tourmenté pense qu'il pourrait y avoir plus que ça. Pendant ce temps, ailleurs, une escouade militaire achève sa mission de suppression. Tandis que les membres célèbres, un curieux parmi eux part à la recherche du boss final à l'intérieur du bâtiment. Et quand il le voit, il est confus en voyant le vieil homme regarder le ciel. Le soldat dit alors à son commandant qu'il est perdu dans ses pensées, et le boss final lui répond qu'il se demandait si le ciel nocturne qu'il regarde est connecté au Japon. Cette même nuit, Shuta a rêvé de son passé, de la façon dont il a été élevé par son père adoptif après avoir été retrouvé presque mort et entraîné durement jusqu'à devenir un pro. Lorsque Shuta est devenu adulte, il avait gagné le nom de Crimson, en raison du sang qu'il faisait verser à ses adversaires lors des missions. À l'époque, Shuta dominait le champ de bataille avec des flammes pourpres, et maintenant il craint que ces mêmes flammes ne le réduisent un jour en cendres. Le lendemain matin, il se réveille nu et décide de faire un léger entraînement. Malheureusement pour Ultem, il entre dans la pièce sans frapper, et par conséquent, une image inoubliable se grave dans sa rétine. Alors qu'il essaie d'oublier ce qu'il vient de voir, Ultem dit qu'il aura besoin d'un rendez-vous avec 6 femmes différentes pour se purifier les yeux. Alors que Shuta s'habille pour l'école, il demande à Ultem s'il est doué pour ce genre de mission, et Ultem se vante de pouvoir la terminer en une journée. Curieux de savoir pourquoi Ulem est entré dans sa chambre, Shuta lui demande ce qu'il fait là, et Ulem s'accroche à lui en disant qu'il s'inquiétait pour lui à cause de la différence radicale entre la guerre et le Japon. Il presse ensuite Shuta de prendre le petit déjeuner avec lui avant d'aller à l'école. Shuta accepte et se rend à l'école quelques minutes plus tard. Dans la salle de classe, il lit un roman anglais à ses élèves, mais les filles se pâment devant lui. Mélin voit à quel point le visage de Sakurako est rouge vif, alors elle la trouve mignonne. Pendant ce temps, un des élèves masculins nommé Hideki est furieux contre Shuta parce qu'il fait tomber les filles amoureuses de lui. Il aimerait être populaire, car ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'apparence, mais la pureté d'une personne. Par coïncidence, Fuse lance un regard noir au professeur tandis que Sakuraka le regarde avec admiration. Plus tard dans la journée, aux toilettes, Hideki aborde Fuse. Et après avoir vu à quel point ce dernier est en colère et hostile, Hideki lui dit qu'il est de son côté. Confus, Fuse rappelle à Hideki qu'il est un solitaire, et Hideki l'accepte, mais il se vante ensuite de sa richesse. Fuse confirme que Hideki est riche, et Hideki lui dit que s'ils unissent leurs forces, il peut payer les délinquants que Fuse peut appeler pour qu'ils tabassent Shuta. Fuse y réfléchit et accepte immédiatement l'idée, alors il se serre la main et s'allie. Immédiatement, Fuse contacte des délinquants de toute la ville et leur promet de les payer pour le travail, alors ils se précipitent dans leur véhicule, excités par leur mission. Le lendemain, alors que Sakurako descend du bus et marche vers l'école, les étudiants admirent sa beauté. Pendant ce temps, dans un bus garé non loin de leur école, Ultem et Méline surveillent Sakurako avec un de leurs drones. Là, Ultem loue la beauté de Sakurako, et même Méline doit admettre avec style que Sakurako est au-dessus d'elle. Bien que son utilisation de la grammaire lui donne le faux espoir d'avoir une chance, Ultem brise sa bulle, et ils en viennent presque aux mains. Confus, Ultem demande pourquoi Sakurako agit si négligemment, car en toute logique, elle devrait être protégée et ne pas marcher seule jusqu'à l'école. Méline lui rappelle sans détour que c'est la raison pour laquelle ils sont employés, mais Ultem lui rappelle que les personnes puissantes ont des escortes. Réalisant ce qu'il veut dire, Méline explique alors que ce sont les règles de l'Académie Otori qui interdisent aux étudiants de se rendre à l'école en véhicule. L'école n'autorise pas le classisme, et toutes les classes de la société y sont présentes.
Mélin dit à Ulem que la devise de l'école est l'indépendance et l'autonomie, mais Ulem l'interprète comme une instruction pour que les élèves riches apprennent des roturiers. Mélin continue en expliquant que le père de Sakurako voulait initialement que sa fille fréquente une école de filles jusqu'à l'université, mais la jeune femme a insisté pour aller à Otori. En regardant Sakurako, Ultem dit qu'elle captive tous les hommes autour d'elle simplement en marchant. Mélin lui dit alors que c'est la même chose pour Shuta. Il regarde Shuta marcher vers l'école et voit de nombreuses filles se pâmer devant lui. Ultem regarde les deux personnages populaires et dit qu'il aurait pu être un couple royal à une autre époque. Mélin est en partie d'accord, mais note que les ennuis ne sont jamais loin quand un prince et une princesse tombent amoureux. Elle ordonne à Ulem de pointer la caméra du drone devant Shuta, et quand il le fait, il voit Fuse avec un groupe de délinquants barrant le chemin de Shuta. Fuse salue Shuta avec moquerie, mais Shuta répond nonchalamment. Le garçon est énervé par le comportement de son professeur, mais cela reste un obstacle. Mélène et Ultem, qui observent via le drone, traitent indirectement Fuse d'homme des cavernes pour être venu avec des renforts après que Shuta l'ait déjà mis à terre. Ulem dit alors à Malin qu'il y a un problème, et c'est que le nombre n'a pas d'importance face au légendaire Crimson. Puisque Shuta a compris le message, il retire sa cravate et demande à Fuse de le suivre dans un endroit calme. Fuse accepte, et ils se rendent au bord de la rivière. Là, Fuse déclare avec arrogance qu'ils sont 20 contre une face à Shuta. Il croit que Shuta n'a aucune chance en raison de la différence de nombre, alors il donne au professeur l'option de pleurer et de s'excuser. Et de cette façon, il pourrait être épargné. À leur grande surprise, Shuta leur impose la même condition et leur rappelle qu'il préférerait qu'ils ne se battent pas, car il est leur professeur. Il se moque de lui et conclut que Shuta n'est pas bon en maths. En 2 mots, Fuse ordonne aux délinquants de se battre contre Shuta. Il se précipite immédiatement sur lui, mais il les plie et les démolit comme si c'était une promenade de santé. Les autres sont terrifiés en le voyant mettre parfaitement à terre leurs camarades. Ils disent que Shuta n'est pas humain, mais Shuta leur assure que si, mais qu'il a simplement été entraîné sur le champ de bataille. Alors qu'il en abat la plupart, les autres paniquent et crient qu'on ne leur avait pas dit à l'avance à quel point Shuta était fort. Fuse se met en colère contre eux pour ne pas avoir réussi à abattre un seul homme, alors il crie au motard d'écraser Shuta. Un des délinquants démarre immédiatement sa moto et fonce droit sur le professeur d'anglais. Ce qui s'est passé ensuite choque tout le monde, car il ne s'attendait pas à voir Shuta monter sur la moto et éjecter le conducteur comme un ballon. Il ramasse la moto et s'assoit dessus. Fuse perd son sang-froid et crie aux autres d'attaquer Shuta, mais Shuta le choque en fonçant droit sur lui comme un taureau enragé, avant de s'arrêter momentanément à quelques centimètres de son visage. Fuse transpire à grosses gouttes et tombe au sol, mais essaie toujours de faire le dur. Alors Shuta lui dit de remercier sa bonne étoile que les motos japonaises aient des systèmes de sécurité bien conçus. Le professeur leur demande alors s'ils veulent toujours en découdre ou non. En entendant cela, les délinquants y réfléchissent un peu avant de prendre la sage décision de dire adieu à Fuse et de s'enfuir. Fuse est choqué par leur comportement, alors il leur ordonne de revenir, mais ils le font taire et le traitent de lâche pour ne pas s'être battu. Les autres garçons qui restent conseillent à Fuse d'abandonner, car ils n'avaient aucune chance à 20 contre 1, et encore moins maintenant. Frustré, Fuse serre les dents puis hurle sur Shuta, le traitant de bagarreur. Shuta lui répond calmement en lui demandant ce que Fuse veut, puis le traite de lâche. Fuse admet alors que Shuta est bon à la bagarre, mais lui demande ensuite s'il a du cran. Shuta lui demande ce qu'il veut dire, et Fuse leur dit de régler ça avec une course de poules mouillées. Il monte sur une autre moto pour défier Shuta au jeu où la première personne a freiné alors qu'il fonce vers le mur. Mélin s'énerve en voyant Shuta accepter un jeu aussi ridicule, alors elle demande à Ulfin de la connecter à lui. Immédiatement, dès que la connexion est établie, elle lui demande s'il veut vraiment relever le défi, et Shuta confirme. Elle lui demande alors s'il est stupide, car il pourrait facilement régler le problème en les réduisant en bouillie. Elle lui demande ensuite ce qu'il fera si, par hasard, il perd la course de poules mouillées. Shuta compte le découvrir le moment venu. Sur ce, il coupe la communication. Mélin hurle sur Ulem, disant que Shuta a désobéi aux ordres. Elle s'inquiète de ce que dira le patron s'il l'apprend. Mélin demande alors à Ulem de remettre l'audio, mais à sa grande surprise, il refuse. Elle s'emporte et le frappe pour sa stupidité, mais Ulem lui dit que Shuta ne perdrait jamais. Le jour où Shuta a mis KO Fuse quand le gamin a essayé de l'attaquer, Shuta a ramené le garçon à l'infirmerie. Alors Ultem avait demandé à Shuta pourquoi il était si gentil avec le garçon, et Shuta a raconté comment un soldat beaucoup plus jeune que lui avait rejoint son unité quand il se battait dans les jungles des Amériques du Sud. Bien que le garçon fût très jeune, Shota et le boss final l'avaient autorisé à participer à la guerre car le garçon devait nourrir sa famille. À l'époque, Shota s'était rapproché du garçon et avait essayé de lui apprendre le japonais. Malheureusement, le lendemain du jour où il a appris au garçon à dire au revoir en japonais, le petit soldat a été tué au combat. La raison pour laquelle Shuta avait décidé d'aider Fuse était qu'il ressemblait trait pour trait au petit soldat tombé au combat. Alors que Ulem les regarde sur le point de faire la course, il voit Shuta sourire après s'être fait insulter par Fuse et note que Shuta pourrait être plus apte à être enseignant que mercenaire. La pluie commence à tomber sur les lieux et ils font vrombir leur moto, se préparant pour la course.
L'arbitre annonce qu'ils doivent démarrer dès que la canette qu'ils lancent touche le sol. Méline a un mauvais pressentiment à propos de la course, mais Ulfem la calme en disant que Shouta est un professeur après tout. Elle refuse et dit qu'il n'est qu'un mercenaire légendaire. Pourtant, Ultem soutient Shouta et lui dit qu'il pourrait devenir un professeur légendaire. Curieux, il anticipe le résultat de la course. Quelques secondes plus tard, l'arbitre lance la canette vide en l'air, et dès qu'elle atterrit, les motards démarrent. Shouta le distance et accélère vers le mur. Fuse prend aussi de la vitesse, ce qui inquiète ses hommes de main. Pourtant, Shouta ne faiblit pas et ne réduit pas sa vitesse malgré le mur qui se rapproche de plus en plus. Voyant cela, Malin panique, sachant que s'il percute le mur à cette vitesse, Fuse mourra. Ulfem, de son côté, félicite Fuse pour son courage, mais Malin s'inquiète pour la carrière d'enseignant de Shouta, car s'il tue Fuse, ce sera la fin pour lui. Ulfem, d'un autre côté, dit que cela ne peut arriver que si Shouta abandonne le garçon, mais il est sûr que Shouta ne fera pas une chose pareille. Alors qu'il approche du mur, Shouta jette un coup d'œil à Fuse et voit le garçon tout risquer juste pour sauver la face à l'école. À la dernière minute, Fuse freine par peur d'être transformé en bouillie, et immédiatement, Shouta intervient en sautant de sa moto et en sauvant le garçon. Il sert de bouclier humain en tombant au sol et protège Fuse de toute égratignure. Les motos, quant à elles, s'écrasent contre le mur. Shouta se relève alors, après s'être blessé au front, et demande à Fuse avec inquiétude s'il va bien. Fuse se réveille et voit qu'il est en sécurité, il évalue la situation et se rend compte que Shouta l'a sauvé. Shouta l'observe et se détend en voyant que Fuse n'est pas blessé, puis il s'éloigne. Totalement confus, Fuse demande à Shouta pourquoi il l'a sauvé, et que Shouta aurait dû le laisser tranquille. Shouta se rend alors compte que la raison pour laquelle Fuse agit de cette manière est qu'il est toujours seul. Le garçon serre les dents sous l'impact des paroles de Shouta et lui dit de ne pas le prendre en pitié. Fuse se souvient alors que ses parents ne se souciaient pas de lui, et qu'il a dû se débrouiller seul dans un monde si solitaire. Shouta s'approche de lui et lui dit que dans le monde qu'il connaît, les enfants ne sont pas laissés seuls car ils sont aussi de précieux atouts de combat et une main-d'œuvre. Il explique à Fuse qu'il a vécu dans un monde où la vie d'un enfant est aussi légère qu'une plume, mais que le problème vient de Fuse qui n'a pas cherché d'aide pendant tout ce temps. Sur ce, Shouta tend la main à Fuse, et le garçon est choqué de voir quelqu'un s'inquiéter pour lui. Shouta dit alors à Fuse qu'il n'est pas seul, et que s'il a envie de se défouler ou d'être en colère contre quelque chose, il doit venir le voir. Et si c'est pour se battre, il affrontera Fuse autant de fois qu'il le voudra. Le garçon fond en larmes puis serre la main de Shouta, en acceptant. À ce moment-là, Méline avoue être impressionnée par le sang chaud de Shouta. Elle est d'accord avec Ultem pour dire que Shouta n'agit pas de manière inhabituelle. Dehors, alors que Shouta et Fuse quittent la rive, Fuse confirme que Shouta vient déménager dans leur ville et lui propose son aide au cas où il aurait besoin de quoi que ce soit. Shouta accepte en utilisant une terminologie étrange, et le garçon a du mal à comprendre ce qu'il dit. Méline réalise alors que leur organisation doit nettoyer le désordre que Shouta et Fuse ont causé. Pire encore, c'est elle qui en est chargée. Alors que les garçons retournent à l'école, Hideki les regarde de loin et maudit Fuse, le traitant de lâche. Ils changent Davis et jurent de faire renvoyer Shouta de leur académie. Quelques jours plus tard, Hideki serre dans ses bras et essaie d'embrasser le portrait de Sakurako dans sa chambre. Soudain, ses femmes de chambre entrent dans sa chambre pour la nettoyer après l'avoir prévenue. Il couvre rapidement son portrait et semble très embarrassé d'avoir failli être découvert. Il leur crie alors dessus pour être entré dans sa chambre sans sa permission et menace de les faire renvoyer. Il ordonne aux vieilles dames de quitter sa chambre, et dès qu'elles partent, elles continuent leur ménage ailleurs en se disant que le maître de maison sera furieux si elle ne nettoie pas la chambre des Hideki. Une autre femme de chambre lui dit de ne pas s'inquiéter car le vieux est toujours si occupé par son travail qu'il rentre rarement à la maison. Et même quand il rentre, il se rend directement à la villa d'Eizu où il polit son vase préféré. Comme elles l'ont dit, le père des Hideki admire actuellement son vase, qu'il appelle Kakimon, un trésor national. Pendant ce temps, les femmes de chambre en ont assez du comportement des Hideki car il fait tout ce qu'il veut, étant gâté par l'argent. Il commande même de la nourriture alors que les femmes de chambre auraient pu lui en préparer. Énervé par leurs reproches, Hideki les traite de moins que rien qui ne devrait pas lui dire comment dépenser son argent de poche. Elle le regarde d'un air réprobateur et se jure de faire en sorte que leurs enfants ne deviennent pas comme lui. Une semaine plus tard, Sakurako joue du piano pendant le cours de musique, et toute la classe l'applaudit. Ulfem et Méline confirment qu'il n'y a aucune anomalie du côté de Sakurako, comme d'habitude. Ils parlent du fait que rien ne s'est passé depuis l'incident du sniper, et que c'est paisible depuis. Curieuse, Méline demande à Ulfem ce que Shouta a fait, car elle ne l'a pas vu depuis ce matin. Ulfem lui rapporte alors que Shouta se fait sermonner par le directeur. Malin quitte la salle de musique en apprenant que le directeur Tazaki a convoqué Shouta. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, Tazaki dit à Shouta qu'il y a une affaire troublante contre lui. Shouta, comme d'habitude, agit de manière stricte et rigide avec le directeur, comme s'il parlait à un colonel. Il demande au directeur ce qu'il a fait, et Tazaki lui montre des photos de lui en train de rosser les délinquants au bord de la rivière. Shouta dit simplement que c'est une photo de la leçon extrascolaire qu'ils ont eue l'autre jour,
et il n'y voit aucun problème. Tazaki lui dit alors que les photos ont été distribuées à l'app. Ne sachant pas ce que cela signifie, Shuta le compare à LOTAN, pensant que c'est la version asiatique, mais Tazaki lui explique que c'est l'association des parents d'élèves. Toujours ignorant de ce que c'est, Shuta se détend, mais le directeur lui dit de ne pas sous-estimer l'app car elle a actuellement plus de pouvoir que le directeur. La nouvelle frappe Shuta comme un boulet de canon, car le directeur, qu'il estime autant qu'un colonel, est impuissant face à l'app. L'homme lui parle alors de la présidente de l'app, Madame Ushijima, qui est la femme d'un membre de l'assemblée préfectorale. Alors que Shuta associe leur pouvoir à celui d'une nation démocratique, Tazaki lui montre une lettre mystérieuse qui circule demandant le renvoi de Shuta, sinon ils divulgueront la vidéo de ses combats avec les élèves sur le web. Réalisant que cela peut compromettre sa mission, Shuta décide d'enquêter sur l'affaire. Il est certain que Fuse n'a pas pu moucharder à l'app, il pense donc qu'un tiers a aidé Fuse à rassembler le groupe à l'époque. Shuta soupçonne cette troisième personne et assure au directeur qu'il ira au fond de cette affaire. Après la réunion, Shuta retrouve ses coéquipiers et leur transmet l'information. À ce moment-là, Sakurako était déjà rentrée chez elle pour ses leçons. Peu de temps après, Madame Ushijima fait circuler des documents montrant Shuta en train de frapper des élèves. Elle floute ses yeux comme si cela suffisait à contrer la diffamation. Curieux, Ulem demande à Shuta comment il compte résoudre l'affaire en voyant son air détendu. Méline pense le contraire, et lui demande donc son plan contre l'app. Le militant ignorant qualifie alors l'app de variante académique de LOTAN, mais ses coéquipiers réalisent qu'il ne sait pas ce qu'est une APE. Ulfem lui explique que l'app est un organe de contrôle qui veille à l'ordre de l'école. En l'entendant, Shuta se détend et leur dit qu'il n'y a pas de problème car il est du côté de ceux qui rétablissent l'ordre. Ulfem demande une explication. Shuta lui dit qu'il donnait simplement aux enfants quelques conseils éducatifs. Mélène n'est pas tout à fait d'accord avec lui, et elle lui rappelle qu'il y a eu beaucoup de blessés. Elle lui dit que ce n'est pas un drame d'enseignants passionnés, et qu'ils ne sont plus à cette époque. Ulfem lui dit alors qu'il n'a qu'à créer l'air de Shuta. Ils discutent jusqu'à ce que Ulfem lui demande si elle a obtenu des informations sur l'instigateur de tout cet incident. Méline sourit et affirme qu'elle a trouvé le coupable. Elle leur montre des photos des Hideki Moji, un abruti riche qui a tout manigancé et filmé pour essayer de piéger Shuta. Ulfem demande le mobile des Hideki, et Méline lui dit que Hideki a le béguin pour Sakurako, donc il doit détester Shuta, qui est populaire auprès des filles. Ulfem voit à quel point la situation est délicate, car il ne peut pas corriger Hideki comme les délinquants habituels, puisque le garçon lui en voudra s'il essaie. Méline est d'accord avec lui mais note qu'ils doivent résoudre l'affaire. Ils réfléchissent à la question et, à leur grande surprise, Shuta, qui lisait tranquillement un rapport, ferme le livre et leur dit qu'il peut résoudre le problème en 1 ou 2 jours. Il lui demande curieusement les détails, et il leur explique. Le soir même, Hideki confronte Fuse pour ne pas avoir réussi à se débarrasser de Shuta bien qu'il l'ait grassement payé. Il s'énerve contre Fuse qui fait le toutou avec le prof, mais Fuse lui dit que Shuta n'est pas un mauvais type. Entendre Fuse parler positivement du professeur rend Hideki furieux, alors il lui dit de se ressaisir et qu'ils ne sont pas dans un feuilleton à Léo de Rose. Hideki montre alors à Fuse l'article qu'il a fait publier et dit que ce n'est qu'une question de temps avant que Shuta ne soit renvoyé. Fuse regarde l'article puis dit à Hideki qu'il est inutile de lui parler. Il lui tape sur l'épaule et, en s'éloignant, il dit à Hideki qu'il espère qu'il pourra changer un jour. Et quand ce moment arrivera, ils devraient aller à la salle d'arcade ensemble. Hideki tape du pied avec colère en entendant Fuse se défiler et traite le garçon de lâche. Il traite Fuse de pauvre type qui n'en veut qu'à son portefeuille. Laissé seul, Hideki note que tout le monde obéit à Shuta à cause de son beau visage, alors il prévoit de faire vivre un enfer au professeur. Plus tard dans la nuit, les 3 agents traversent la ville déguisés, et ils ont avec eux Hideki, en larmes, ligoté et bâillonné. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.